Bien, bonjour tout le monde. Nous allons essayer de terminer aujourd'hui la partie qu'on avait commencée la dernière fois. Alors je fais un bref rappel de ce qu'on avait fait. Nous en étions à l'étude du cas absolument continu. Alors, comme d'habitude, une telle étude commence par la détermination du support du vecteur aléatoire. Par la suite, nous avions défini ce qu'on appelait la densité conjointe de probabilité, et qui nous avait permis de pouvoir en déduire les densités marginales de chaque variable aléatoire composant ce vecteur aléatoire. On avait donc bien sûr donné un exemple avec calcul aussi bien des densités marginales que des espérances, et on avait dit qu'on pouvait même aussi chercher donc des variances de ces variables aléatoires. Et puis donc on s'était arrêté à la fonction de répartition du vecteur aléatoire, et c'est ce qu'on va commencer par faire. Alors c'était donc le paragraphe 3.4. Fonction de répartition d'un vecteur aléatoire. Alors ce vecteur, c'était xy. Mais on peut, bien entendu, parler d'un vecteur de dimension n, mais auquel cas il faudrait parler donc des variables x1, x2 jusqu'à xn, et ça va alourdir l'écriture avec tous ces indices. On sait qu'on avait vu dans le cas général que la fonction de répartition du couple xy qu'on notait grand F de xy au point xy, ça n'était rien d'autre que la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à X et grand Y inférieur ou égal à Y. Et que donc la détermination d'une fonction de répartition passait par un calcul de probabilité. Et on remarque qu'à l'intérieur de l'événement, nous avons des inégalités, et donc on nous demande tout simplement de déterminer la probabilité associée à une région. Nous avions déjà parlé de cela. On avait dit que pour pouvoir calculer une telle probabilité, il convient de déterminer la région en question. Or, une région quelle qu'elle soit, elle est toujours définie à partir de ses frontières. Donc, c'est ce qui la limite. Donc, pour trouver la région, il faut trouver ses frontières. Les frontières, c'est relativement simple. Il suffit de remplacer les inégalités que nous avons dans l'événement par des égalités. Et donc, la région que nous avons ici, x inférieur à petit x et grand y inférieur à petit y, c'est une région qui est délimitée par les deux frontières, grand X égale à petit x et grand Y égale à petit y. Bien entendu, il ne faut pas oublier le support du couple, qui est V rond. Et donc, nous allons être amenés à faire un calcul, et pour ce calcul qui sera forcément un calcul intégral, le gros problème, ce sera de déterminer les bornes de ces intégrales. Et la seule façon d'y arriver, c'est la méthode graphique. C'est-à-dire qu'il faut faire un graphe pour faire ressortir cette région. Alors, par exemple, ce que nous avons un repère. Voilà le repère. Les x et les y.
Nous avons une certaine région V ronde. Ça, c'est cette région, c'est là où le couple XY est défini. Maintenant, on va, pour trouver la région dont on veut calculer la probabilité, il faut tracer la droite d'équation grand X égale à X et la droite d'équation grand Y égale à petit y. Alors, on va tracer la première droite verticale qui est grand X égale à X. Alors, bien sûr, vous remarquerez qu'il y a trois façons de le faire. J'ai pris le cas le plus intéressant, c'est quand elle coupe V rond. Mais elle peut très bien, tout dépend de la valeur petit x, elle peut très bien ne pas couper V rond, être avant l'ensemble V rond ou bien après. De même pour Y, en fonction de la valeur de Y, elle peut très bien, comme ici, couper l'espace V rond, comme elle peut être située au-dessus ou bien en dessous. Et donc, vous voyez bien qu'il y a trois possibilités pour chaque droite, chaque frontière possible. Et donc, ça fait en tout 9 possibilités. Donc, 9 cas pour déterminer la fonction de répartition. C'est des calculs longs qui n'ont pas vraiment d'intérêt. Et c'est ce qui fait que très souvent, on ne demandera jamais de trouver la fonction de répartition pour un point x, y quelconque. Le plus souvent, on se contentera de la fonction de répartition en un point donné. Bien, alors on va maintenant déterminer cette région. Elle est telle que grand X inférieur à petit x, cela veut dire qu'elle est à gauche de la droite d'équation grand X égale à X, et nous avons la condition grand Y inférieur à petit y, ça veut dire qu'elle est en dessous de la droite d'équation grand Y égale à petit y. Et donc la région où l'on va devoir intégrer, c'est la région suivante qui est assurée et qu'on va appeler delta. Et donc, la probabilité que nous cherchons à démontrer, à calculer, donc la fonction de répartition. En fait, qu'est-ce que c'est? La forme générale, c'est bien sûr, c'est comme on l'avait vu pour une variable, c'est l'intégrale de moins l'infini à x avec l'intégrale de moins l'infini à y de la densité du couple xy au point tz alors dz dt. Mais en fait, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, ou si vous préférez, comme on vient de le voir, c'est l'intégrale sur le domaine delta de la fonction f de xy dx dy. Alors il convient aussi de remarquer que nous avons mis d'office dx dy. Il faut faire attention parce que parfois dy dx, c'est-à-dire l'interversion des variables permet des calculs plus simples. Donc c'est en fonction de l'exercice que vous choisirez d'intégrer d'abord par rapport à x, ensuite par rapport à y, ou bien l'inverse. Alors pour mieux étayer, on va faire un exemple. Et pour cela,
On va reprendre l'exemple qu'on a déjà donné, c'est l'exemple B. Donc, reprenons l'exemple B. Alors, je vous rappelle que nous avions un couple de densité de probabilité donc conjointe, c'était K, X, Y2, indicatrice que le couple XY appartient à un triangle D. Et on se propose de calculer la valeur de la fonction de répartition au point 1/3, 1/2. Alors, comme tout à l'heure, on commence d'abord par faire le graphe. Alors, on trace notre repère, X, Y. On place notre support, le support du couple qui est, donc je vous rappelle, le triangle formé des sommets suivants. Voilà. Ensuite, on va tracer les frontières. Alors pour cela, on va écrire la définition. F de xy au point 1/3, 1/2. C'est tout simplement la probabilité que grand X soit inférieur à 1/3 et que grand Y, lui, soit inférieur à 1/2. Donc c'est une région qui est délimitée par deux frontières. La première, c'est X égale à 1/3, donc on va la tracer. Voilà. Grand X égale à 1/3. Et la deuxième frontière, c'est grand Y égale à 1/2, la voici. Et donc, notre domaine d'intégration, ou si vous préférez la région n'est rien d'autre que le rectangle qui se trouve ici. Voilà, donc le rectangle. Et donc à ce moment-là, l'intégrale, c'est l'intégrale double. Alors bien sûr, je vais d'abord me poser la question, est-ce qu'on va faire dx, dy ou bien dy, dx? Quand on regarde le domaine, la région dans laquelle on va intégrer petit f, quand on regarde ce domaine, c'est un domaine qui est rectangle. On appelle ça un pavé. C'est un rectangle dans R2, et dans le cas d'un rectangle, c'est le cas le plus simple. Qu'on commence par x ou par y, cela importe peu. Mieux, pour peu que la fonction soit séparable, ça veut dire quoi, séparable? Ça veut dire qu'on peut séparer x et y. Intégrer une fonction séparable, donc où les variables sont séparables, sur un pavé, sur un rectangle, en fait, ce n'est pas une intégrale double, c'est deux intégrales, le produit de deux intégrales simples. Mais qu'importe. Nous, on va faire comme si on n'a pas remarqué. Et on va donc écrire la densité f donc de xy. Et on avait dit que le choix importait peu, donc on va mettre. Alors, le plus important à trouver, à déterminer,
c'est bien sûr les bornes d'intégration. Alors, je vous rappelle, pour calculer ces intégrales, on les fait une par une. Comme on a écrit dx, dy, ça veut dire qu'on va d'abord intégrer par rapport à x, ensuite par rapport à y. Quand je vais intégrer par rapport à x, le y est supposé constant. Ça veut dire que je vais intégrer par rapport à x en fixant y. Bon, alors on va fixer y, là. On fixe grand y égale à petit y. Et on va chercher les variations de x sur cette droite fixée. Alors, on va chercher la valeur minimale de x, elle correspond à ce point-là, et la valeur maximale correspond à ce point-ci. Alors, on voit bien que pour le point minimal, son abscisse, c'est 0, donc on va écrire 0. Et le maximum correspond à ce point, et la valeur ici pour ce point de l'abscisse, elle est de 1/3. Voilà pour les variations de x pour la première intégrale. Maintenant, on va passer à y. On va chercher, une fois qu'on a fait donc l'intégrale par rapport à x, maintenant on va déterminer les valeurs possibles de y. Il faut remarquer une chose, c'est qu'une fois qu'on a intégré par rapport à x, il n'y a plus de x, il n'y a que des y. Alors, pour pouvoir trouver les variations de y, là c'est très très simple. On part de la droite qu'on vient de fixer grand y égale à petit y, et on va balayer toute la région, c'est-à-dire tout le rectangle qu'on a obtenu. Alors on voit bien que le minimum, c'est quand y se trouve sur l'axe des x, et donc ça va faire une ordonnée de y égale à 0, et puis le maximum, c'est quand y est égal à 1/2. Voilà. Alors, nous avons fait le plus dur. Le plus dur, c'est de trouver les bornes d'intégration, parce que l'intégration en elle-même est relativement simple. Donc, on va faire la première intégrale. Bien sûr, la constante k ne joue aucun rôle dans l'intégration, donc on peut la mettre en facteur. Donc, ça fait k facteur l'intégrale entre 0 et 1/2. Toujours, quand on intègre par rapport à dx, y2 joue le rôle d'un paramètre, et donc on peut le faire sortir de la première intégrale, et il va nous rester 0 1/3 x, dx, dy. Bien, alors la primitive de x, c'est x2 sur x2. Entre 0 et 1/3, ça fait 1/9, tout simplement, sur 2. Ça fait k sur 18. Il va nous rester l'intégrale entre 0 et 1/2 de y2 dy. Alors, primitive, pardon, primitive de y2, c'est y3 sur 3, ce qui nous fait, alors bien sûr, k c'est 60 sur 18, donc, que multiplie 1/2 à la puissance 3, ça veut dire 1 sur 8, et puis c'était y. Donc, il y a des calculs à faire, et on trouve le résultat final, si je n'ai pas fait d'erreur, ça va sans dire, est de 5 sur 36. J'en doute, en fait.
hein. Alors, 20, 5, oui, c'est bon, c'est correct. Voilà donc un exemple de calcul de la fonction de répartition en un point. Voilà, nous avons fini avec la partie fonction de répartition. On aborde maintenant le cas des variables aléatoires conditionnelles. Donc 3, 5, variables aléatoires conditionnelles. Nous avions vu dans le cas discret qu'en fait, il existait deux familles de variables aléatoires conditionnelles. X conditionné par y fixé, ça donnait une famille donc de variables aléatoires. Et y conditionné par x donnait aussi une deuxième famille. Donc, on va commencer par donner ces variables aléatoires. Alors, on va dire il y a deux types de variables aléatoires conditionnelles. Alors, c'est x conditionné par y fixé, mais le y, on va le fixer en une valeur y quelconque, puisque nous sommes dans un cas infini, et y conditionné par x fixé. Bien entendu, on travaille avec l'une des deux et non pas les deux à la fois. Cela ne sert à rien, vu que on avait remarqué que dans le chapitre, le paragraphe précédent qui concernait les vecteurs aléatoires discrets, en fait, le but était d'étudier la dépendance. Et donc, il suffit d'en étudier une seule. Mais qu'importe, on va donner, une fois qu'on a trouvé des nouvelles variables aléatoires, le premier réflexe est de déterminer leur densité. Donc, on va déterminer les densités conditionnelles de x conditionné par y égale à petit y et de y conditionné par x égale à x. Alors la première, et là il faut faire très attention pour l'écriture des choses, c'est on écrit densité de la variable x conditionnée par y égale à y, mais attention, cette variable, ces valeurs, c'est celle de x, donc c'est en un x. On n'a pas le droit d'écrire au couple xy, parce que c'est une fonction de x. Y ne joue le rôle d'un paramètre. Alors cette densité-là, c'est la densité du couple xy, en un point xy, divisé par la densité de y. Alors c'est relativement facile à appliquer, mais ce qui est important de remarquer, c'est
le domaine, le support de cette variable, donc il ne faut pas oublier de mettre le support, mais le support n'est pas le support de x, il est différent. C'est un certain domaine delta où delta, c'est le support Véron, intersection avec la condition qui est que y est égal à y. Autrement dit, c'est les variations de x quand y est égal à y. On fera par la suite un exemple. Et de même, la densité de la variable aléatoire grand Y conditionné par x égale à x, mais en un point petit y, parce que, encore une fois, ce qui varie, c'est y, donc une fonction avec une seule variable. Petit x, ici, joue le rôle d'un paramètre. Alors, la formule, bien sûr, par symétrie, c'est la densité du couple sur la densité de x. Et encore une fois, c'est relativement simple. Ce qu'il est moins, c'est le domaine, le support de cette variable, y conditionné par grand X égale à X. En général, son support est différent de celui de Y. Et son support, c'est quoi? C'est Véron inter la droite d'équation grand X égale à X. Alors, pour expliciter les choses, on va faire un exemple et il n'y a rien de mieux que de reprendre. Donc, reprenons l'exemple B plutôt. Dans cet exemple B, je vous rappelle ce qu'on avait, c'est que la densité du couple XY, on a un point XY, c'était K, XY2, l'indicatrice que le couple appartienne à un domaine D qui était un triangle, et nous l'avions fait aussi avant, la densité de Y, c'était K sur 2, je vous le rappelle, Y2, 1 moins Y, le tout au carré, et que ceci, le support de Y, c'était le domaine 0, 1. Alors, déterminons la densité conditionnelle de la variable grand X conditionnée par Y égale à petit y. Alors, on applique la définition. On a donc la densité de grand X conditionnée par Y au point petit x. Rappelez-vous, Y n'est pas une variable. Alors, bien sûr, la formule, c'est la densité du couple sur la densité de Y. D'ailleurs, on peut remarquer que c'est en fait la même formule que dans le cas discret. Rappelez-vous, c'était les PJ sur les P.J. La loi, la densité joue le rôle de la loi de probabilité. Et parce que justement elle joue ce rôle-là, très souvent on est amené à appeler une densité une loi. Mais ça, c'est faux, puisque la loi, qui est la probabilité en chaque point, elle vaut 0 dans le cas continu. Donc ça, c'est relativement simple. Donc il est facile de faire le calcul.
Alors nous avons les y2 qui disparaissent, les k qui disparaissent, et il va nous rester x sur 2 fois 1 moins y au carré. Bien sûr, d'un point de vue mathématique, je devrais mettre y différent de 1 pour que ça ne fasse pas 0 au dénominateur. Mais on en avait déjà parlé de cela. En probabilité, cela ne pose aucun problème, parce que dès qu'un point nous pose un problème, on peut l'enlever, vu que sa probabilité est nulle. Donc on n'a pas besoin de faire remarquer que y est différent de 1. Donc ça, c'est relativement simple. Maintenant, ce qu'il faut trouver, c'est le domaine, c'est-à-dire le support de cette variable. Alors, pour le trouver, on l'a vu, il faut trouver une intersection de V avec la condition grand Y égale à Y. Et donc, pour cela, ça se fait de manière graphique. Donc, on revient à notre triangle, V ronde dans notre cas c'est ce triangle. Je vous rappelle que l'équation de la diagonale c'est x plus y, c'est x plus y est égal à 1. Voilà. Et pour trouver les variations, on va d'abord tracer la droite d'équation y égale à y. La voilà. Et c'est sur cette droite qu'on va chercher les variations de x, parce que c'est la condition. En fait, on ne se trouve plus dans V, mais on se trouve sur la droite d'équation grand Y égale à y. Alors, il faudra trouver le minimum qui correspond à ce point, et l'abscisse de ce point, car nous, ce qui nous intéresse, c'est les variations de x. L'abscisse de ce point, on le voit bien, c'est 0. Et le maximum, c'est ce point-là, qui est donc le point de concours. Et ce qui nous intéresse, c'est son abscisse, c'est-à-dire quelle est la valeur de x, de par l'équation de la diagonale qui est que x plus y égale à 1. Le x qui est là, il vaut 1 moins y. Et donc, delta, le domaine, le support, c'est l'intervalle 0, 1 moins y. Alors c'est important. Pourquoi? C'est important parce que ce sera le support de cette variable aléatoire. Elle ne va pas jusqu'à 1, pas toujours. Tout va dépendre de la valeur de y. Et bien sûr, on peut faire la même chose pour trouver la densité de y conditionné par x. Voilà. Alors, nous avons donc une variable conditionnelle. On vient de déterminer sa densité. Il est naturel de chercher son espérance et sa variance. Justement, déterminons, trouvons l'espérance de grand X conditionné par Y égale à Y. Bon, on peut l'écrire ainsi, comme on peut l'écrire ainsi. C'est la même chose, hein, je vous rappelle. En fait, les deux écritures ont un intérêt, c'est ce qui fait que parfois on utilise l'une et parfois on utilise l'autre. Alors, il faut remarquer une chose, c'est que quand on va calculer cette espérance, comme la variable Cx, on va intégrer par rapport à x. Conclusion, est-ce qu'on va trouver un nombre? Non, x va disparaître, mais ça va dépendre du paramètre petit y. Donc nous savons déjà qu'on va trouver une certaine fonction en y.
Trouvons-la justement. Alors, espérance de x conditionnée par grand Y égale à Y. Ou si vous préférez, la première écriture. Là aussi, la formule ne s'apprend pas. C'est la même formule qu'on a toujours appliquée, à savoir espérance de quelque chose. Alors, l'espérance de quelque chose, c'est quoi? C'est d'abord l'intégrale, on verra pour les bornes par la suite, toujours à la fin qu'on met les bornes. De quoi? D'une valeur de ce quelque chose. Or, une valeur de grand X conditionnée par Y égale à petit y, une valeur c'est X, parce que Y n'intervient pas. La seule chose qui prend des valeurs différentes, c'est grand X. Pardon. Donc ceci, ça va nous faire X, que multiplie la densité. Alors, la densité de quoi? C'est la densité de la variable aléatoire qui intervient dans ce quelque chose. Or, la variable aléatoire, ça n'est pas X, c'est X conditionné par Y égale à Y. Et bien sûr, c'est en X. Alors, on voit bien que ce qui varie ici, c'est bien sûr le X, et donc c'est dx. Maintenant, les bornes d'intégration, et c'est là où il faut faire attention. Si c'était la variable aléatoire grand X, eh bien on intégrerait sur son support, qui est 0, 1. Mais là, ce n'est pas le cas. La variable aléatoire, c'est grand X conditionné par Y égale à petit y. Et donc, on doit intégrer sur le support de cette variable. C'est le support qu'on a appelé delta, et donc il faut intégrer de 0 à 1 moins y. Voilà. Alors, on remplace maintenant, c'est le plus dur, hein, parce qu'après c'est du calcul simple. C'est l'intégrale entre 1 moins y de x2 sur 2 fois 1 moins y au carré dx. Alors, comme on intègre par rapport à x, comme on intègre par rapport à x, tout ce qui est y joue le rôle d'un paramètre, et donc on peut le faire sortir. Il ne nous reste plus que l'intégrale de x2, c'est-à-dire x3 sur 3. Mais x3, 1 moins y, c'est 1 moins y au cube qu'on va pouvoir simplifier. Et ceci va donc nous donner 1 moins y sur 6. Voilà, nous avons trouvé l'espérance. Bien sûr, on pourrait aussi chercher la variance. Mais de la même façon, rappelez-vous, la variance, c'est le moment d'ordre 2, mais de la variable conditionnelle, moins le moment d'ordre 1 au carré de cette même variable aléatoire conditionnelle. Mais on va remarquer autre chose. C'est que finalement, on arrive à ce qu'on avait prévu, à savoir que l'espérance de grand X conditionné par petit y, c'est égal à 1 moins y sur 6. Autrement dit, c'est une certaine fonction phi de y. Or, petit y, c'est une valeur de la variable aléatoire grand Y. Conclusion, phi de y est une valeur de la
variable aléatoire phi de grand Y. Et partant de là, on en déduit que l'espérance de x conditionné par y égale à y est une valeur de phi de y. Alors par convention, phi de y est noté espérance de x conditionnée par y. Nous venons ainsi de définir une nouvelle variable aléatoire, espérance de x conditionnée par y. C'est très important parce que vous imaginez tout de suite, on imagine facilement la suite. Dès qu'on trouve une nouvelle variable aléatoire, la première idée qui vient à l'esprit, c'est bien entendu de chercher sa loi et son espérance. Donc, phi de y est noté comme ceci. On peut alors déterminer la densité de cette nouvelle variable et même calculer aussi son espérance. C'est-à-dire calculer l'espérance de x conditionnée par y. On en arrive ainsi à la dernière partie de cette étude, qui est bien sûr l'indépendance des variables aléatoires absolument continues. Donc, 3, 6, variables aléatoires indépendantes. Alors si, comme dans le cas discret, on va commencer par une réponse, c'est que si x et y sont indépendants alors la densité de x conditionnée par y égale à y, c'est la même que la densité de x. Pourquoi? Parce que y ne joue aucun rôle. Et donc on en déduit le critère d'indépendance suivant, en l'occurrence c'est donc un théorème, qui est l'équivalent de celui qu'on avait mis au point dans le cas discret, c'est que deux variables aléatoires sont indépendantes, x et y donc, si et seulement si la densité du couple est égale à la densité du x que multiplie la densité de y. Bon, tel que c'est écrit, ça paraît simple. En fait, ce n'est pas tout à fait ça. Il faut
Parce qu'en fait, ce qui n'apparaît pas, ce qui est implicite dans cette formule, indépendamment de la fonction elle-même, des densités elles-mêmes, c'est les supports. Il faut mettre les supports. Et donc l'écriture devient la densité du couple XY sur un certain support V ronde, c'est la densité de X sur un support de X qui est X de oméga, que multiplie le support de Y, que multiplie, bien entendu, l'indicatrice que Y se trouve sur son support. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le premier critère pour que deux variables soient indépendantes, c'est qu'on puisse séparer la partie en X et la partie en Y dans l'expression de la fonction. Mais ça ne suffit pas. Il faut en plus qu'on puisse séparer les domaines de X et de Y. Autrement dit, il faut que les variations de X soient indépendantes des variations de Y. C'est-à-dire que cela exige que V rond, ça n'est rien d'autre que X de oméga produit cartésien avec Y de oméga. Ça, c'est la raison mathématique. Maintenant, graphiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, il faut que V rond soit un rectangle. C'est la condition nécessaire, mais pas suffisante. Il faut que les variables soient séparables dans l'expression de la densité, mais qu'en plus, le domaine de définition, le support du couple, il faut que ce soit un rectangle. Toute autre figure qu'un rectangle, il y a forcément une dépendance. Par exemple, dans l'exemple que nous avons fait, l'exemple B, le domaine c'est un triangle. On a vu, je reprends ici, dans l'exemple B, la densité du couple, son expression c'est KXY2. On remarque qu'on peut séparer la partie en X et la partie en Y. Mais, et ça on le sait, les variables ne sont pas indépendantes. Pourquoi? Parce que le domaine n'est pas un rectangle. En l'occurrence, c'était un triangle. Voilà. Nous avons terminé donc pour aujourd'hui avec la fin de cette étude. Et la prochaine fois, nous aborderons le nouveau paragraphe, c'est les caractéristiques d'un vecteur aléatoire. Tout comme pour une variable, ce qu'on appelle caractéristique, c'est une espérance. Bien sûr, on peut parler de variance aussi, mais la variance aussi est une espérance. Donc on va parler de l'espérance d'une façon générale. Voilà, je vous remercie pour votre aimable attention.